Quel modèle on veut? Est-ce qu'on veut avoir juste une politique purement environnementale et avoir demain des logements rénovés, occupés par des ménages qui ont eu les moyens de les rénover et donc qui ont les moyens de dépenser peu dans leur budget mensuel, de dépenses contraintes, de réduire leurs dépenses contraintes? Ou est-ce qu'on veut embarquer, donc on est un ménage sur 5, sur les bases 2006, sans doute, quand on aura l'actualisation, plutôt entre un ménage sur 5 et un ménage sur 4, embarquer une partie conséquente de notre population dans la transition énergétique, et donc faire l'effort collectif de rendre abordables ces rénovations thermiques pour les gens qui ne peuvent pas la financer eux-mêmes, qui n'ont pas les moyens d'accéder à des logements économes. Maintenant, nous on dit aussi, puis on n'est pas tout seul à le dire maintenant, que le rythme qu'il faut atteindre, c'est 200 000 par an sur le parc privé, tout bêtement parce que si on continue à 50 000 par an, sur la base des chiffres de 2006, on y sera encore en 2070-2075. Donc largement au-delà de la temporalité de la transition énergétique. Comment est-ce qu'on rend abordable la rénovation énergétique? C'est en la faisant au moment où elle est la moins chère, en faisant le plus possible, le mieux possible et au bon moment. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait, par exemple, du ravalement ou quand on fait des gros travaux dans un logement sans embarquer les questions énergétiques, on rate une occasion qu'on a tous les 20 ou 30 ans. Donc ça veut dire qu'il ne faut absolument pas rater cette occasion. On pourrait aussi prendre l'exemple des mutations, qui sont un petit peu moins rares que les gros ravalements, mais c'est aussi une occasion importante de rénover. Donc la question qu'on voulait se poser, c'était quelles sont les opportunités où il faudrait absolument rénover et où à la limite, il y aurait absolument intégré les questions énergétiques et où à la limite, ce serait presque irresponsable de faire rater cette étape-là, puisque c'est maintenant presque écrit dans la loi, c'est écrit dans le projet de loi, on veut que tout le parc bâti français soit de classe A ou B, soit très performant en 2050. Et puis, il revient souvent aussi le fait de ne pas s'appuyer sur un événement déclencheur, mais de dire il faut donner un signal, faire quelque chose de programmatique et dire il faut qu'à partir de telle année, on n'ait plus telle ou telle classe. Donc là, il n'y a pas d'élément déclencheur qui dise à un propriétaire, à partir du moment où il y a une vente ou des travaux, vous devez isoler. En revanche, on peut lui dire, tout ce qui est classe G, à partir de telle année, c'est plus acceptable. Et sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour ça? La loi ou le projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui dit qu'on ne doit plus avoir de logement plus de 330 kWh par mètre carré par an en 2030. Sans dire logement par logement comment ça s'exprime. Donc là, c'est vraiment une vision globale. Mais il dit aussi que dans les critères de l'essence du logement, on va devoir intégrer la question de performance énergétique. Donc tout ça va se traiter par décret, évidemment. Il faut arriver à le faire de manière suffisamment habile pour qu'on donne un signal et que dans la relation propriétaire-bailleur, puisque les décrets d'essence concernent la relation propriétaire-bailleur, le propriétaire puisse avoir conscience qu'à un terme moyen, il va devoir faire des travaux. De mémoire, je crois que le dispositif Habiter mieux a été lancé en 2011. Donc le temps qu'au niveau des administrations, les dossiers se montent, que le département signe, que les collectivités signent, etc. On a dû lancer le programme en 2012. Le temps que la machine se mette en route, on a vraiment lancé les dossiers en 2013. Et en 2014, ça marche bien. Ça marche bien. On a 300 dossiers. Et là, on nous dit, courant juillet, il n'y a plus de financement. Donc on travaille sur les dossiers aujourd'hui où on va voir les gens. On leur dit, non, cet hiver, ça sera pas possible. Peut-être en 2015, parce qu'apparemment, il y aura une enveloppe supplémentaire. Ce que je vous disais, en fait, l'ANA avait en 2014 un objectif de 38 000 logements. Et donc, les moyens financiers qui correspondent à 38 000 logements. Enfin, ça paraît complètement logique. Vous avez un budget avec un objectif. L'afflux de dossiers a été vraiment énorme. Et donc, c'est vrai que l'objectif a été atteint. Enfin, pas à 38 000, mais on a vu que la progression allait vraiment grandissante et que l'objectif serait atteint beaucoup plus tôt que la fin de l'année. D'où, en juillet, le fait d'augmenter vraiment les objectifs. On a déjà augmenté à 43 000 en juillet, avec une demande de régulation des dossiers pour justement peut-être revenir sur le cœur de cible des propriétaires très modestes pour les cibler en priorité, pour que les dossiers engagés soient en priorité faits sur les très modestes. Le gouvernement, voyant aussi le retour du terrain, comme vous le dites, avec cette demande qui n'était pas
satisfaite, à augmenter la capacité d'engagement, et ça sera officiel après le CA de l'ANA la semaine prochaine, à augmenter la capacité d'engagement de l'ANA pour qu'on puisse faire 50 000. Donc en fait, l'effort de l'État dans son budget est énorme. En tant que tête de réseau, on a eu des dizaines et des dizaines de messages d'adhérents qui travaillent sur le terrain et qui nous disaient mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai que les seuils sont déjà atteints et qu'il n'y a plus rien? Est-ce que c'est vrai que les seuils vont bouger? Est-ce que c'est vrai que ça va finalement augmenter? Avec impossibilité d'avoir des réponses claires. Donc pendant très longtemps, tous les gens qui font de l'accompagnement et du conseil ne savaient plus quoi dire, avec tous ceux qui disaient mais c'est pas possible. Moi j'ai expliqué à des gens qu'il valait mieux revenir dans 2 mois parce que leur projet n'était pas ficelé, et maintenant je vais leur expliquer qu'ils n'ont plus leur aide, ou peut-être qu'ils l'ont, ou je sais pas, donc je peux plus accueillir les gens parce que tout fonctionne par rumeur. Donc là on a vraiment besoin d'une part de clarté dans les décisions, et aussi de robustesse dans les systèmes pour qu'ils ne soient pas en permanence soumis aux aléas de il marche trop bien, il ne marche pas assez bien, et peut-être un peu de prospective, parce que c'est vrai que quand on change significativement les plafonds d'éligibilité, le fait qu'ils explosent n'est pas une surprise réellement. Alors, avant de passer... Juste une seconde. Je voudrais juste réaliser... Comment dire, faut pas que vous preniez ma réponse comme on est complètement aveugle à ce qui se passe, parce que les délégations locales de l'ANA ont exactement les mêmes difficultés. Nous font remonter aussi tous ces témoignages. On n'est pas du tout aveugle à tout ça. Après, on a juste un principe de réalité financière. Moi, je trouve incroyable d'avoir des dispositifs publics. On réfléchit à l'échelle de la transition, on parle de 2030, de 2050, et on a des visions pratiques de budgétaires à 3 mois, à 6 mois. C'est juste pas possible. La loi de transition énergétique, son nom complet, c'est loi de programmation, transition énergétique pour une croissance verte, si je ne me trompe pas. Les éléments de programmation, heureusement, ça a un petit peu avancé en commission spéciale, mais sont particulièrement absents de ce projet de loi. Il faut fixer des objectifs, il faut quantifier annuellement des proportions. Les fameux 500 000 logements par an sont dans l'exposé des motifs et sont toujours pas dans la loi, même après le travail en commission spéciale. Il faut définir combien on veut de rénovation thermique dans le privé par an, combien dans le parc HLM, et dans les 2 cas, flécher les moyens conséquents, sinon on ne s'en sortira pas. Sur la partie effectivement habitat, donc c'est le 3e volet de ce rôle basique en quelque sorte des AOD, c'est un rôle d'information et de sensibilisation. Donc ça veut dire que dans le rôle de l'AOD, il y a un rôle d'information au bon usage de l'énergie, de sensibilisation des populations. Et donc c'est aussi le premier volet de la détection. Un certain nombre de ces AOD participent notamment à des organismes ou organisent même des sessions de formation pour les travailleurs sociaux en liaison avec les conseils généraux pour pouvoir mieux informer et mieux former. On évoquait ce matin le problème de lecture de factures. Ça commence effectivement par ça. Ensuite, elles vont un petit peu plus loin dans un certain nombre de cas avec une logique de diagnostic des logements eux-mêmes, puisqu'elles disposent en général de techniciens spécialisés en matière de thermique et de gestion énergétique des bâtiments, donc qui travaillent en priorité sur les bâtiments communaux, les bâtiments publics, puisque ce sont ces collectivités-là qui sont regroupées dans les structures intercommunales. Mais ces compétences-là peuvent être également mises en œuvre pour du logement. Et un certain nombre de ces AOD travaillent dans le cadre parfois du FSL, où au-delà du FSN, les AOD mettent en place des fonds de rénovation spécifiques avec des partenariats, effectivement, souvent avec d'autres organismes qui peuvent intervenir dans ce domaine-là. Donc, un certain nombre intègrent aussi dans leur mode de financement la logique des certificats d'économie d'énergie, en récupérant, entre guillemets, les certificats qui peuvent être réalisés dans le cadre de ces travaux et en s'en servant pour financer les dispositifs. Et après, il reste, on l'a vu dans un certain nombre de cas, parfois des difficultés pour boucler le plan de financement. Une des possibilités qui pourrait peut-être permettre d'aller un petit peu plus loin serait, de notre point de vue, d'avoir une couverture pour atteindre le plan de financement complet avec un système de remboursement de la collectivité qui aurait apporté ces financements, comme ça existe en matière d'aide sociale au moment des mutations ou des transmissions de patrimoine. Si on veut construire 120 000 nouveaux logements sociaux par an,
réhabiliter thermiquement 100 000 logements du patrimoine, si l'on veut développer l'accession sociale à la propriété, si l'on veut traiter l'obsolescence du parc, si l'on veut satisfaire à tous ces objectifs, il y a un moment où, à l'évidence, il y a besoin d'agir de manière forte, rapide, sur les coûts de construction. Ensuite, je pense que le débat qui est celui auquel vous avez fait plaisir de nous inviter, c'est comment rendre abordable la rénovation énergétique. Elle est abordable, j'aurais tendance à dire, pour un organisme de logement social, si ça contribue directement à faire baisser les charges de ces ménages locataires. Et quand nous suivons aujourd'hui avec beaucoup d'attention, bien évidemment, les débats sur la programmation pour la transition énergétique. Une étiquette E, une étiquette F, ça veut dire des choses pour les sachants que nous sommes, mais globalement, c'est quoi en euros? Ça représente quoi en euros? Or, vous pouvez avoir un logement classé B qui revient à X euros par mois et un même logement classé B qui revient à X plus Y euros par mois parce que les solutions qui ont été mises en œuvre imposent des abonnements supplémentaires, imposent des frais d'entretien, imposent des frais de maintenance. Donc la vision de la classification énergétique avec toutes les incertitudes que tout le monde partage sur les diagnostics de performance énergétique. On sait aujourd'hui que les diagnostics de performance énergétique, la fiabilité est quand même à travailler. Ça pose la question pour un organisme HLM, et en tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui les organismes HLM réfléchissent leurs interventions sur leur patrimoine pour aider les locataires à augmenter leur reste à vivre, c'est quelle est l'efficience de l'euro investi.